Alors, bonjour à tous, bienvenue à cette séance publique numéro 2 du 9 mars 2023. On est à l'Hôtel de Ville, donc il s'agit de la commission de développement économique. Donc, je suis Christelle Lefebvre, présidente de la commission et conseillère du district de Saint-Élie. Je suis accompagnée de ma vice-présidente Annie Godbout, qui est aussi présidente de l'arrondissement Brompton-Roqueforest-Saint-Élie-Douville et qui représente Roqueforest. Aussi, autre membre, Fernande Dalouse, qui représente le district du Carrefour et qui siège au conseil exécutif. Et on a en ligne, pour cause de bronchite, Monsieur Paul Jean, qui représente le district de l'université. Bienvenue, rentrez, asseyez-vous. Oh oui, c'est ça que j'allais dire. Je voulais accueillir le monsieur qui rentre et qui est président de l'arrondissement des Nations. Alors ça, c'est les membres. Excusez-moi, monsieur Jean, c'est juste qu'on a une personne qui est rentrée. Je voulais l'accueillir en même temps, ce que vous ne voyez pas. Et donc, autre membre, nous avons Philippe Cadieux, directeur du bureau de coordination du développement économique, qui est la personne ressource pour cette commission, et notre secrétaire, Annie Laplante, qui vient de disparaître derrière la porte. Elle tente d'ouvrir la porte, d'accord. Oui, parce que c'est une séance publique, donc le public est le bienvenu. Merci, Annie. Alors, nous avons aussi d'autres personnes ressources présentes. Nous avons Claude Dosti, qui représente la mairie, qui vient de disparaître derrière l'autre porte. Et puis, on a Madame Cyrielle Fleury, qui représente la direction générale. Merci d'être présent. Et nous avons des invités. Je vais présenter tout de suite, là. Donc, Monsieur Jean-Sébastien Roy, qui a nouvellement intégré le bureau de coordination du développement économique, qu'on a été volé chez Entreprendre Sherbrooke, qui est représenté aujourd'hui par Charles-Olivier Mercier, directeur d'Entreprendre Sherbrooke. Et puis, je présenterai les autres personnes tantôt pour le dossier, puisque tout le monde n'est pas là. Alors voilà, il y a quelques règles. Donc, c'est une commission consultative qui a un mandat de fournir aux instances, donc comité exécutif et conseil municipal, des recommandations en lien avec sa mission et son plan d'action. Les dossiers donc qu'on travaille ici permettent justement au conseil de prendre des décisions éclairées. On est très ouvert, donc on aime ça la visite. On aime que des citoyens, citoyennes intéressés ou d'autres personnes intéressées par les sujets du développement économique soient présents. Ces personnes, par contre, n'ont pas, à moins d'avoir été invitées pour le faire, n'ont pas de temps de parole malheureusement, mais si vous nous faites un petit signe gentil, peut-être on vous laissera la parole quand même. Voilà, est-ce qu'il y avait d'autres choses que je voulais vous dire? Donc, le tout est enregistré, donc pas besoin de filmer ou d'enregistrer ou de prendre des photos en parallèle. Et l'enregistrement sera disponible sur le site de la ville dans quelques jours ou quelque chose comme ça. Je ne sais jamais exactement à quel moment c'est déposé. Donc, voilà. Alors, on va commencer la séance. Donc, adoption de l'avis de convocation, adoption de l'ordre du jour. Donc, on a deux sujets principaux aujourd'hui. Donc, stratégie proposée pour le déploiement d'un fonds local de solidarité FTQ et la bonification des fonds existants Entreprendre Sherbrooke. Et démarche pour la mise en place d'une stratégie de rétention et d'attraction de la main-d'œuvre. Donc, c'est des bons gros sujets quand même. Donc, voilà. Est-ce que tout était correct pour l'heure du jour? Oui, parfait. Donc, procès verbal. On a un procès verbal à adopter, celui du 9 février 2023, donc un mois jour pour jour. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non, tout était correct pour tout le monde? Monsieur Jung? Parfait. Alors, on va passer directement au point 9.1.1, donc stratégie proposée pour le déploiement d'un fonds local de solidarité FTQ et la bonification des fonds existants Entreprendre Sherbrooke. Alors, pour ceux qui ont lu les documents, vous voyez que c'est un petit peu
complexe à expliquer, mais je sais que nos invités vont faire ça de main de maître. J'imagine que Monsieur Cadieux va vouloir introduire le sujet. Oui, absolument. Je vais être accompagné par Jean-Sébastien Roy, qui est nouvellement dans mon équipe, comme vous l'avez mentionné, et Charles-Olivier Mercier, directeur général d'Entreprendre Sherbrooke, pour ce dossier. Ce dossier s'inscrit, dans le fond, dans l'une des priorités qui a été donnée au plan d'action de la Commission de développement économique, qui était de favoriser l'achat local. Il y a une demande qui a cheminé dans le processus budgétaire aussi, qui a été acceptée par les élus, de 135 000 l'année passée pour bonifier des fonds d'investissement. Et c'était dans une perspective de favoriser le commerce de proximité et l'achat local. Donc, c'est comme ça que la demande avait été présentée. Il y a une opportunité qui s'est présentée devant nous, en fait, d'un fonds qui a déjà existé à Sherbrooke, finalement qui a été abandonné en 2014. Alors, on va vous présenter un peu, c'est une stratégie d'ensemble qu'on vous propose. Il faut savoir qu'il y a un enjeu de temps par rapport à la création du Fonds local de solidarité. Jean-Sébastien Roy va vous en parler un peu. C'est-à-dire qu'on a l'opportunité d'aller chercher 100 000 auprès de l'UMQ pour capitaliser, pour créer le Fonds local de solidarité FTQ. Dans le fond, ça prend 150 000 de capitalisation. Et actuellement, l'UMQ, dans le fond, nous donnerait 100 000 pour créer, dans le fond, ce fonds-là non remboursable. Donc, il y a une opportunité qui est sur la table. On veut voir si c'est quoi le niveau d'intérêt pour profiter de cette opportunité-là. On le sait qu'il y a une réflexion sur les fonds d'investissement qui est demandée depuis un bon bout de temps. On travaille là-dessus très, très, très fort pour vous présenter quelque chose au mois de mai prochain. Donc, il y a différentes étapes qu'on va vous proposer. Je laisse Jean-Sébastien vous faire la présentation, puis ensuite échanger avec vous. Oui, madame, attends un instant, Jean-Sébastien. Madame. Ben, je peux te poser une question sur ce que tu as dit parce qu'il y a des choses pour moi qui n'étaient pas claires là, dans la compréhension, parce que dans le fond, il y a différents fonds qui existent déjà, plus ce que tu dis qui a été bonifié. Puis d'ailleurs, moi, je suis contente que Charles-Olivier soit là pour préciser. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que le 100 000 qu'on a accepté au budget, c'était pour une bonification du Fonds Nouvel Entrepreneur qui a changé de nom. En partie, bien pas juste ça, le fonds Mais développement. c'est parce que la façon que c'était présenté dans On peut ressortir la demande additionnelle non intégrée puis la regarder ensemble, mais on parle du Fonds de développement des entreprises d'économie sociale, du Fonds Nouvel Entrepreneur, puis on parle aussi d'une perspective de favoriser l'achat local et de proximité dans cette année-là. Première chose, puis c'est 135 000 et non 100 000 Donc, ça, c'est ce que vous avez voté dans le processus 2023. Et là, dans le fond, ce qu'on vous présente ici, c'est une perspective un peu plus globale en intégrant la question de la création d'un fonds local de solidarité. Donc, probablement qu'on devrait écouter la présentation puis répondre à vos questions, échanger avec vous. Ça va être plus facile de voir la perspective ensemble. OK. Oui, Monsieur Roy, on vous écoute. Je peux débuter? Oh, il n'est pas. Pas dessus. Appuyez sur le. Voilà, c'est allumé. La première fois, c'est bon. Oui, je vous remercie. Donc, merci pour l'introduction, M. Cadieux. On peut passer à la diapositive suivante. Nick, ça s'en vient. C'est bon. Donc, la présentation va suivre le plan suivant. Je vais vous faire une brève mise en contexte pour que vous ayez tous les éléments en main pour bien comprendre le dossier qu'on dépose aujourd'hui. Par la suite, on va vous expliquer l'analyse qu'on fait de cette situation-là, puis la stratégie que l'on vous propose, les étapes à suivre du projet. Puis, bien sûr, par la suite, on pourra ouvrir la discussion et répondre à vos questions. Tout d'abord, pour vous mettre en contexte, le dossier qu'on dépose aujourd'hui s'inscrit en concordance avec deux actions du plan d'action 2023 de la Commission de développement économique, soit la mise à jour des stratégies de déploiement des fonds d'investissement et l'élaboration des stratégies pour favoriser l'achat local. Comme M. Cadieux l'a mentionné, le Bureau de coordination de développement économique est en train d'effectuer un exercice afin de réaliser un état de situation sur les fonds d'investissement à Sherbrooke. Au terme de l'exercice, l'idée est de proposer un nouveau cadre d'intervention de ces fonds d'investissement-là afin de les actualiser, de mieux répondre aux besoins du territoire. On est dans les derniers jalons de cet exercice-là, qui sera d'ailleurs étayé par un rapport que nous avons produit en collaboration avec RCGT. L'idée, dans le fond, de ce rapport-là, à terme, ça serait de vous faire une évaluation de performance de ces fonds-là, ainsi qu'une comparaison des pratiques qui sont en vigueur dans les autres municipalités afin de s'en inspirer les meilleures.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant qu'on est en train de mener cet exercice-là, nous avons eu l'opportunité d'obtenir une aide financière de 100 000 $ pour la création et la capitalisation du Fonds local de solidarité FTQ. Monsieur Roy, je me permets de vous... Oui. Vois pas, malheureusement, j'essaie d'activer ma caméra, mais l'application semble gelée. Je devrais comme sortir et rentrer. J'ai donc fait le choix d'être statique en image. Le public qui n'aura juste le bonheur d'entendre juste votre voix. C'est vous me réinviterez. Parfait. Donc, désolé. Je reprends. Donc, pendant qu'on est en train de mener cet exercice-là, nous avons l'opportunité d'obtenir une aide financière de 100 000 $ pour la création et la capitalisation d'un fonds local de solidarité FTQ. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette possibilité d'obtenir une aide financière vient avec une date limite, c'est-à-dire le 31 mars 2021. Comme nous considérons qu'un FLS à Sherbrooke constituerait un outil très intéressant dans notre boîte à outils de développement économique, on a choisi de faire preuve d'un peu de flexibilité, de regarder comment on pouvait saisir la balle au bon et réajuster un peu nos échéanciers pour pouvoir bénéficier de cette aide-là. On parle juste un petit rectifié de 2023 et non 2021. Oui, pardon. Puis si on peut éviter les acronymes pour le bien du public. Absolument. Je vais utiliser souvent le terme Fonds local de solidarité. C'est ça. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc, l'idée aujourd'hui, essentiellement, c'est de vous présenter, qu'est-ce qu'un fonds local de solidarité FTQ, en quoi est-ce que c'est pertinent pour le développement économique de la ville de Sherbrooke et en quoi est-ce que ça s'inscrit dans une stratégie plus d'ensemble qu'on vise à vous déposer au cours des prochaines semaines. Tu peux revenir juste à la diapositive avant, merci. Parce qu'on n'est pas tous des spécialistes des fonds d'investissement, je vous résume brièvement ce qu'est un fonds local de solidarité FTQ. C'est un fonds d'investissement qui, généralement, est mis à la disposition des MRC ou des villes MRC, comme c'est le cas pour Sherbrooke, pour soutenir les entreprises sur leur territoire dans leurs projets d'affaires. Un fonds local de solidarité, ça offre du financement sous forme de prêt à des entreprises locales et ça peut les soutenir à différents stades de leur développement, que ce soit au niveau du démarrage des entreprises, au niveau de la croissance, de l'acquisition, même des expansions. Ce qu'il faut savoir également, c'est que ça peut intervenir dans tous les secteurs d'activité de l'économie d'une MRC, incluant l'économie sociale. Ces secteurs d'activité-là sont définis par les acteurs locaux du développement économique. Donc, le tout est inscrit dans une politique d'investissement qui est adoptée à l'échelle du territoire. Chaque fonds local de solidarité est géré par un comité local composé de membres de la communauté et c'est ce comité-là qui est responsable d'analyser les dossiers et d'approuver les projets de financement des entreprises. En quoi est-ce que c'est pertinent d'avoir un fonds local de solidarité FTQ sur le territoire? Il s'agit d'un outil de développement économique qui permet de soutenir financièrement les entreprises qui ont des projets structurants sur leur territoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça sert souvent de levier stratégique lors de montage financier en partageant le risque d'investissement avec les différents partenaires de l'écosystème. Par exemple, si une municipalité identifie par le biais du comité qu'il y a un projet qui est porteur au sein d'une entreprise, elle peut choisir d'endosser, de supporter le financement d'une partie du projet et souvent, ça va servir de bougie d'allumage pour convaincre les autres partenaires de l'écosystème, notamment les bailleurs de fonds privés, d'embarquer dans le projet. C'est de cette manière-là que c'est utilisé. C'est également un outil qui est intéressant parce qu'il travaille en synergie avec les fonds locaux d'investissement qui existent déjà sur le territoire. Ici, on parle, je vais utiliser l'acronyme FLI, mais ce qui est déjà existant sur le territoire est géré par Sherbrooke-Unopol. Le Fonds local de solidarité vient s'arrimer et vient contribuer à bonifier le potentiel de ce type de fonds d'investissement-là. La dernière chose que je veux que vous gardiez en tête, qui est très important, c'est que ce type d'outil-là permet de soutenir les projets de croissance et de développement des entreprises qui sont déjà en activité. À l'heure actuelle, les programmes d'aide existants à Sherbrooke sont limités pour la plupart, dans la quasi-totalité, au stade de développement qui sont le démarrage d'entreprise. C'est donc dire qu'à Sherbrooke, à l'heure actuelle, hormis pour les filières clés de Sherbrooke-Unopol, nous ne disposons pas d'outils financiers capables de supporter les entreprises déjà établies et opérationnelles qui auraient des projets de croissance. Bon,
Je reviens brièvement sur l'aide financière pour que vous compreniez bien le contexte. La Ville de Sherbrooke a l'opportunité de recevoir une aide financière de la Fédération des municipalités du Québec pour la création du Fonds local de solidarité. Comme M. Cadier l'a mentionné, dans le fond, l'aide est à la hauteur de 100 000 $, donc ça limiterait la contribution financière de la Ville pour la capitalisation de ce fonds-là à 50 000 $. Nous avons une date limite pour pouvoir finaliser la création de ce fonds-là qui doit être faite avant le 31 mars 2023. Ce processus de création-là doit inclure l'adoption d'une politique d'investissement qui vient mentionner quel secteur d'économie nous supportons et doit également inclure la création d'un comité d'investissement. Enfin, ce qu'il faut savoir également, c'est que le Fonds locaux de solidarité FTQ souhaite que je reprends l'acronyme, le FLI et le FLS sur le même territoire soient arrimés de façon synergique. Donc, ils doivent travailler ensemble. Ces éléments-là, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une aide financière pour la création d'un fonds local de solidarité et l'exercice que nous menons au Bureau de coordination de développement économique pour pouvoir faire une évaluation des fonds d'investissement, arrive également dans un contexte où Entreprendre Sherbrooke doit présenter aux instances municipales un réalignement de ses programmes de subvention, Fonds Nouvel Entrepreneur et Fonds de développement pour les entreprises d'économie sociale. Je vous rappelle qu'il y a une demande additionnelle non intégrée récurrente qui a été accordée à Entreprendre Sherbrooke en 2023 pour la bonification du Fonds Nouvel Entrepreneur et la mise en place de soutien, des mécanismes de soutien aux commerces locaux et de proximité. Le Bureau de coordination de développement économique et Entreprendre Sherbrooke ont l'intention de déposer une stratégie d'ensemble dans les prochaines semaines pour les programmes d'investissement et les subventions dans le but de maximiser les retombées sur l'économie sherbrookoise et d'élargir le spectre des entreprises éligibles. Enfin, la création d'un fonds local de solidarité sur le territoire de la ville de Sherbrooke s'inscrirait dans le cadre de cette stratégie. Le dernier point de mise en contexte que je veux que vous ayez, c'est qu'il existe déjà un fonds local d'investissement, un FLI à Sherbrooke. Je l'ai mentionné, il existe et il est géré par Sherbrooke Innopol. L'accessibilité pour ce fonds se limite actuellement aux entreprises des filières clés de Sherbrooke Innopol ou ceux qui sont dans son plan stratégique. Depuis 2016, le FLI a été très peu utilisé à Sherbrooke. En fait, seulement 3 entreprises ont eu recours à ce fonds depuis 2016. Pardon. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation? C'est que Sherbrooke Innopol dispose dans sa boîte à outils d'autres fonds d'investissement pour les entreprises de ces filières clés, notamment le fonds de pré-commercialisation, le fonds d'investissement pour les entreprises innovantes et le fonds d'amorçage. Donc, ces fonds-là sont généralement plus adaptés à la réalité des entreprises des filières clés et aux demandes de financement qui passent par Sherbrooke Innopol. Le dernier point qui est important de mentionner, c'est que... Monsieur Roy, un instant. Oui. Est-ce que ça peut attendre la fin? OK, parfait. C'est juste que Mme Louz avait une question. Je voulais savoir si c'était une question d'éclaircissement instantané ou ça peut attendre. OK. Dernier point que je veux mentionner, c'est qu'il y a déjà eu un fonds local de solidarité à Sherbrooke qui a existé. Il a été remboursé en 2016. Ce qu'il faut savoir par rapport à ce remboursement-là, c'est qu'à l'époque, Sherbrooke Innopol avait fait une évaluation des taux d'intérêt en vigueur chez les différents bailleurs de fonds privés. Et le contexte économique de l'époque faisait que les taux d'intérêt étaient moins compétitifs dans le fonds local de solidarité que par rapport aux bailleurs de fonds. Le contexte actuel a bel et bien changé avec l'augmentation du taux directeur. Et l'autre élément, c'est que les entreprises et les projets qui étaient soumis étaient souvent dans le domaine de l'innovation. Or, l'innovation est un domaine à haut risque et il y a des surprimes au niveau des intérêts qui viennent avec ce type de projet-là. Donc, le Fonds local de solidarité n'était pas adapté pour le type d'entreprise et le contexte économique n'était pas favorable à cette époque-là pour qu'il soit compétitif. Le contexte actuel est différent et vous verrez dans la proposition qui suit, nous proposons de l'élargir à un plus large spectre d'entreprises sur le territoire. Les informations que nous venons de vous donner, de la mise en contexte, voici un peu l'analyse ou la lecture que nous en faisons. Le Bureau de coordination de développement économique est d'avis que la création d'un fonds local de solidarité serait bénéfique pour Sherbrooke et permettrait à la ville de Sherbrooke de rattraper son retard par rapport aux autres MRC dans l'utilisation de cet outil de financement comme levier économique.
Pour votre information, au Québec, à l'heure actuelle, sur les 109 MRC, il y en a à la fin du mois de mars, il va y en avoir 98 qui vont y avoir un FLS. Donc, je veux juste qu'on comprenne que c'est le type d'outil qui est utilisé habituellement par les villes et MRC. L'aide financière de 100 000 qui est proposée par la Fédération québécoise des municipalités pour la création du Fonds local de solidarité est pour nous une opportunité à saisir pour déployer ce type d'outil-là à un faible coût. Aussi, l'arrimage je vais utiliser les acronymes, du FLI et du FLS ici, et leur accessibilité élargie à davantage de secteurs d'activité serait pour nous très bénéfique pour l'économie sherbrookeoise. Ces fonds permettraient de venir combler des lacunes dans les outils financiers actuels disponibles pour les entreprises locales déjà existantes et qui sont en croissance ou en mode acquisition. Juste pour être plus clair, parce que je trouve que c'est moins bien expliqué, c'est que pour utiliser le FLS, la ville, on doit amener le même montant, c'est ça? La technicalité, généralement, je vous explique, on dépose, dans notre cas, 150 000 dans un compte en banque qui vient capitaliser le fonds et ça nous donne accès à une marge de crédit pour financer des projets. Un comité est mis en place et ce comité-là analyse les dossiers et les approuve. Et dans le fond, nous faisons une gestion de risque des dossiers, du financement qui est fait et on essaie de faire vivre ce fonds-là. Dans ce cas-ci, au lieu de dépenser 150 000, mais on reçoit 100 000, on en dépose 50 000. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça qui permet de déployer Absolument. la stratégie. C'est cette opportunité qu'on a. Parfait. Parfait, on peut changer de diapositive. La stratégie proposée, donc le Bureau de coordination de développement économique propose de terminer la création du Fonds local de solidarité avant le 31 mars 2023 pour bénéficier de la subvention de 100 000 de la Fédération québécoise des municipalités. Et nous proposons de mettre en place une politique transitoire pour le Fonds local de solidarité qui serait géré par Entreprendre Sherbrooke. D'ailleurs, un sommaire décisionnel chemine actuellement vers le conseil exécutif à cet effet. Vous comprendrez qu'il y avait des enjeux de délai. C'est pour cette raison. À l'égard de ce point-là, j'ai un petit commentaire. Par rapport au niveau de délégation, on n'est pas sûr à 100 que ça va être géré par Entreprendre Sherbrooke. Là, on utilise le véhicule qui est Entreprendre Sherbrooke parce que c'est la façon de faire. On a toujours délégué ce type de fonds-là. On veut avoir la réflexion avec vous. Puis là, dans le fond, c'est pour ça que c'est une politique transitoire puis un comité transitoire. Fait qu'il faut revenir vers les instances par la suite. Fait que c'est vraiment, on crée le compte en banque, on reçoit le 100 000, on met le 50 000 de notre côté. Puis après ça, on voit comment l'opérationnalisation va se faire, puis on revient vers les instances par la suite. Je veux juste mentionner ça. Fait que c'est pour ça qu'on le fait rapidement là pour profiter de l'opportunité, mais le fonds ne sera pas actif au mois d'avril prochain. Là. On va devoir faire nos devoirs comme il faut puis revenir vous voir. Pour financer le 50 000 nécessaire à la capitalisation du fonds, nous proposons d'utiliser 50 000 à même la demande additionnelle non intégrée qui était accordée à Entreprendre Sherbrooke de 135 000 pour l'année 2023. Donc, ce ne sera pas récurrent, c'est uniquement pour cette année. Et cette ponction-là permettra tout de même à Entreprendre Sherbrooke de remplir ses obligations par rapport au fonds. L'autre point, c'est que nous proposons de finaliser et de présenter à la Commission de développement économique l'état de situation sur les fonds d'investissement et les leviers économiques, ainsi que le nouveau cadre d'intervention. Et finalement, nous proposons, toujours avec, selon l'évaluation qui sera faite, de confier la gestion du FLI à Sherbrooke, à Entreprendre Sherbrooke, et de développer une nouvelle politique d'investissement commune pour le FLI et le FLS, afin de permettre à un plus grand nombre d'entreprises d'y avoir accès. Enfin, un simple récapitulatif des étapes, l'échéancier préliminaire que nous proposons, donc finaliser d'ici la fin du mois de mars la création du Fonds local de solidarité et adopter cette politique transitoire d'investissement. Ensuite, déposer l'état de situation sur les fonds d'investissement puis proposer le nouveau cadre d'intervention. Finaliser, toujours au printemps 2023, finaliser et présenter le réalignement des fonds de subvention du Fonds Nouvel Entrepreneur et du Fonds de développement des entreprises d'économie sociale en support aux commerces locaux et de proximité par Entreprendre Sherbrooke.
Et toujours au printemps 2023, transférer le FLI Entreprendre Sherbrooke et adopter une nouvelle politique conjointe d'investissement FLI-FLS et finalement mettre en place un mécanisme de reddition de comptes et d'évaluation des retombées plus largement pour les programmes d'aide. J'ajoute le même avertissement pour la phase 4, c'est-à-dire que c'est pas sûr qu'on va le transférer vers Entreprendre. Ce qu'on a compris, c'est que les deux outils doivent agir ensemble. Donc, ça prend un porteur. Puis, de toute façon, on sait que nos fonds d'investissement ils doivent se parler de façon plus globale, de façon plus transversale que c'est le cas aujourd'hui. Ça fera partie des prochains dossiers d'analyse. Parfait. Donc, c'est un dossier effectivement qui est en analyse et discussion aujourd'hui. J'aimerais quand même, M. Cadieux, que vous expliquiez un petit peu qui va faire quoi concrètement. Bien, en fait, la prochaine étape, dans le fond, dans ce dossier-là, c'est que la semaine prochaine, on est au comité exécutif déjà pour la création du FLS. On a mis un dossier pour arriver d'ici le 31 mars. C'est un peu ça que là, le dossier ici est en analyse et discussion pour qu'on puisse en jaser ensemble puis voir tâter le pouls de la Commission de développement économique. En fait, l'opportunité du 100 000, on la connaît depuis le mois d'octobre l'année passée. Sur le coup, là, on était comme pas du tout rendu là. On avait un paquet d'autres enjeux, fait qu'on l'a laissé en dormance un peu. On s'est fait challenger par nos collègues d'Entreprendre Sherbrooke, les autres intervenants de développement économique. Puis on a décidé là, d'en faire une priorité, puis de proposer ce qu'on vous dépose aujourd'hui. Puis on a eu l'opportunité d'avoir M. Roy qui s'est joint à nous pour être capable de rendre ça réel aussi. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions, Madame Luce? Je vous écoute. Oui, en fait, en partie, c'est déjà répondu. Justement, j'allais poser la question par rapport à comment on allait transférer. Est-ce que Charbonneau-Paul, lui, est déjà au courant de tout ça? Puis, est-ce que pour eux, c'était correct de transférer le fonds? Ça, c'était une des parties. Il y avait quand même des questions de validation. On avait parlé de la DANI. Ouais, je l'avais trouvée, c'est la 11.19, là, je me rappelle d'elle. Puis j'étais déjà contente parce qu'en effet, on s'était rendu compte que nous, on parlait qu'on voulait stimuler le développement du commerce local. Ça faisait longtemps qu'on le disait, mais en effet, c'était sous-financé quand même. C'était 40 000 par année, je pense. Puis vous aviez demandé de bonifier ça jusqu'à 175 000. On a été capable d'arriver jusqu'à 135 000. Sauf que c'est ça, c'était comme dans l'explication, vous disiez que 100 000 de cette demande-là allait être pour justement le démarrage, allait être pour le démarrage des entreprises. Puis là, je me dis, si on enlève 50 000, il va y avoir quand même moins pour le démarrage, mais en même temps, de ce que je comprends, c'est que ces fonds-là, ils peuvent aussi servir tant pour le démarrage que pour les entreprises. Fait que finalement, ça va compenser, de ce que j'avais compris. Je voulais valider, c'était ça. Parfait, je suis contente. Et sinon, 2 secondes, ça va me revenir. Sinon, je pense que ce qui a été dit aussi, c'est qu'il y a plusieurs autres fonds qui peuvent soutenir au démarrage. Donc, on n'est pas en perte là, de ce côté-là. On a des... Le contraire, hein, je pense que c'est vraiment de mettre ça ensemble, ça va vraiment bonifier. Je suis vraiment contente de voir qu'il y a des actions qu'on pose vraiment pour répondre à ces besoins-là. C'est sûr que moi, je me suis posé la question un peu concernant les délais. Là, je me suis dit, on est le 9 mars, puis là, il faut vraiment que ça soit déposé le 31 mars. Est-ce qu'on vient de découvrir qu'il y avait cette opportunité-là? Puis Philippe m'avait expliqué un peu que c'était oui, c'était comme en dernière minute qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas perdre ça. Puis je suis contente parce que je ne suis pas contre, le contraire. Je pense qu'il faut profiter de cette opportunité-là. Mais c'est sûr qu'idéalement, là, si on peut voir toutes ces... Est-ce que vous avez quand même chez Entreprendre Sherbrooke des ressources juste dédiées à ça, de trouver des subventions, de gérer ça, de voir ça d'avance ou au bureau, je ne sais pas, est-ce que... Non, c'est fait à fait. Je dirais qu'actuellement, là, il n'y a pas de ressources dédiées là-dessus à temps plein. Fait que, tu sais, c'est fait beaucoup par soit la direction générale des organismes ou soit au bureau de coordination par l'équipe. Mais c'est sûr qu'on a la chance d'avoir quelqu'un comme Cyrielle Fleury dans l'organisation municipale. Puis souvent, elle nous fait des heads-up là, sur différentes opportunités en cours de route. Des fois, c'est profitable pour nous. D'autres fois, des fois, c'est une question de capacité de faire la demande puis d'opérer le projet. Là, on savait que c'était une belle opportunité l'automne dernier,
Mais des fois, vous le savez, là, ça dépend du flux de travail et les enjeux qu'on a. Fait qu'on essaie de prioriser à travers ça. Puis avec l'arrivée, comme on l'a dit, de M. Jean-Sébastien Roy, avec on sent que là, on est peut-être prêt justement à avoir ces outils-là. Fait que c'est ça. Mais bref, c'est pas fait de façon systémique, c'est votre question. C'est peut-être quelque chose à réfléchir C'est quelque chose à éventuellement. améliorer, Faut effectivement. pas qu'on manque. Systémique ou systématique? Puis, la dernière observation, c'est qu'il est sur le SD. On mentionne un document qu'on ne connaît pas, on n'a pas encore vu. On dit que ça va être traité dans un document qui s'appelle comme tel, mais on n'a pas vu le document. Peut-être juste de préciser dans le SD que c'est un document qui va être déposé ultérieurement. Oui, j'ai reçu ce commentaire-là. Honnêtement, je n'ai pas fait le lien entre ce qui est dit dans le SD et le document manquant, mais aussitôt que j'ai la réponse à ça, je vous reviens. Merci. Parfait, merci Madame Louz. Monsieur Jang? Merci, Madame la Présidente. Merci pour la présentation, Monsieur Roy. Bon, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que dans le sommaire décisionnel, on reprend les éléments, là, que ça serait tout retransmis à Entreprendre Sherbrooke, comme si c'était déjà acquis, là. Alors ça, j'ai un petit malaise de ce côté-là. Deuxièmement, la question de Mme Louz, est-ce que Sherbrooke Innopol est au courant de tout ça et comment ils se sentent par rapport à ça? Et ma dernière question serait, on parle d'un comité de gestion pour les fonds. Qu'est-ce que ça implique au juste? Est-ce qu'on parle d'une ressource humaine? Est-ce qu'on parle d'un comité de bénévoles? Voilà. Ce sont mes trois questions. J'y réponds, M. Geng. En fait, répondons tout de suite à la question du comité d'investissement. En fait, c'est une pratique courante dans la gestion des fonds d'investissement. Donc, on met en place un comité. C'est un comité de bénévoles en général. Dans notre cas, ça va l'être. Donc, ça ne nécessite pas d'ajout de ressources dans ce cadre-là. Puis évidemment, la question de la gestion du fonds, vous avez raison, je réponds à votre première question, le lien Entreprendre Sherbrooke. Au départ, ça a été notre réflexe parce qu'il faut comprendre que ce sommaire-là, on l'a déposé, ça fait 24 jours. Dans les 3 dernières semaines, on a continué à travailler puis à se challenger. Dans le fond, ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'est pas prêt à dire que le transfert va se faire vers Entreprendre Sherbrooke. Là, il est pour analyse, le dossier. Mais c'est clair qu'il faut en discuter ensemble. De toute façon, toutes ces décisions-là, c'est vous qui allez les prendre par la suite, comme on vous le mentionnait. Puis la dernière question, Sherbrooke Innopol, oui, ils sont au courant, ils ont été avisés depuis le début, puis ils sont très ouverts à ça parce que, dans le fonds local d'investissement qui est actuellement chez Sherbrooke Innopol, il y a eu seulement 3 entreprises bénéficiaires depuis 2016. Il y a 1,4 million actuellement. Et là, au départ, on n'osait pas trop les dépenser, ces sommes-là, dans le contexte où il y avait il y avait toujours le danger qu'on redemande les sommes qui ont été attribuées aux entreprises à la MRC Ville. Et là, finalement, le FI est vraiment renouvelé. Il y a une nouvelle politique d'investissement qui s'en vient du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Donc, c'est vraiment un fonds qui va vivre là, pour les prochaines années. Donc, c'est pour ça que c'est tout à fait logique. Puis, nos fonds, que ce soit un organisme ou un autre qui porte les fonds, il faut arrêter de travailler en organisation, en silo. Il faut que les fonds d'investissement travaillent pour l'ensemble des entreprises sur le territoire. Fait que ça, il n'y a eu aucun enjeu du côté là, de Sherbrooke Innopol à cet égard-là. Ils sont tout à fait d'accord avec ça. Oui, puis Merci. juste pour appuyer, comme il y a pas de résolution aujourd'hui, le fait qu'aujourd'hui, on nomme que c'est probablement Entreprendre Sherbrooke, mais que ça peut changer, c'est pas un enjeu, là. Ça va? Madame Godbout? Merci. Ben, oui, en fait, juste pour votre information, ce n'est pas dit dans la présentation, mais le fonds local, le FLS, là, Sherbrooke n'a pas l'avant l'avait. Ils l'ont eu pendant de nombreuses années. Là. On l'a mentionné, c'était dans la présentation. On a dit OK, que, dans le fond, en 2016, on l'a remboursé. Mais j'étais présidente pendant 6 ans. Je sais. Du FLI puis du FLS. J'ai toujours, en fait, j'ai rarement compris pourquoi ils n'étaient pas utilisés, là, ces fonds-là. C'est des disponibilités. Puis c'est entre autres pour cette raison-là que ça fait longtemps que je demande qu'on ait une analyse de nos fonds d'investissement pour qu'on les utilise à bon escient. Fait que c'est un pas dans la bonne direction. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Oui. Oui?
Ben, en fait, là, ça n'a pas répondu à ma question initiale, la présentation, pour savoir, moi, de mémoire, c'était 100 000, là, mais je comprends que c'était 135 000. Donc, du 135 000, on prend 50 000 pour le FLS. Mais le fonds, là, est-ce qu'il y a une bonification du fonds Nouvel Entrepreneur plus un nouveau fonds pour l'achat local? C'est ça, j'arrive pas à saisir là, les orientations qui sont prises au niveau des fonds. Là. On va se partager la réponse, Mme Godbout. Le premier élément, juste pour un point de vue technique, dans le fond, c'est 50 000 une fois. Le 135 000, il a été voté de façon récurrente. Fait que le 135 000, il va être là en 2024. Parce que moi, je cherchais quelle année on était. On est rendu au mois de mars. Donc ça, c'est la première chose. Puis pour la question de la réflexion, on l'avait, c'est indiqué dans le sommaire des CNED, mais je peux peut-être laisser Charles-Olivier peut-être préciser la réflexion qui est en cours à cet égard-là. Oui, merci. Alors, effectivement, on avait 90 000 avant si on cumulait le Fonds Nouvel Entrepreneur, 40 000, et le Fonds de développement des entreprises d'économie sociale, 50 000. Puis effectivement, la bonification de 135 000, elle est significative. Puis la nouvelle d'aujourd'hui, c'est qu'on va probablement pouvoir se servir de ça aussi comme effet de levier pour aller chercher du FLI, du FLS, puis éventuellement même d'autres fonds dans d'autres bailleurs, auprès d'autres bailleurs de fonds. Alors, il y a clairement une avancée. Il y a une réflexion qui se fait quand même en ce moment sur l'utilisation de ce qu'on va appeler des contributions non remboursables. On appelle ça le Fonds Nouvel Entrepreneur, le FEDES. On va probablement constituer, on va l'appeler fonds, là, on cherche le vrai terme là, quand c'est des compensations non remboursables, mais on va former une nouvelle enveloppe désormais. Probablement que ça va être global, avec une part dédiée aux entreprises d'économie sociale, à des entreprises plus traditionnelles aussi. Et il y aura des bonifications qui pourront être obtenues quand les entreprises vont répondre à des critères de proximité, donc géographique, situés au bon endroit dans la ville, ou répondre plutôt à un caractère d'achat local, ou enfin de propriété locale. Je peux donner plus d'informations là, par rapport à ces orientations qu'on est en train de définir, mais le travail n'est pas achevé, puis on devrait faire aboutir ça dans à peu près un mois. Là. En fait, dans l'ordre normal, on devrait vous présenter la réflexion sur les fonds, définir le nouveau cadre, puis faire tous les gestes. Là, dans le fond, on arrive avec le FLS parce qu'il y a l'opportunité du 31 mars, mais tout le reste va suivre, dans le fond, dans le bon ordre. C'est un peu ça qu'on... OK, je veux juste être sûr de bien comprendre. J'ai une question. Je veux juste bien comprendre ça. Dans le fond, ce que vous dites, là, c'est que l'argent qui reste disponible du 135 000, là, moins le 50 000, ça va être une bonification des deux fonds qui existent déjà, le Fonds Nouvel Entrepreneur plus le Fonds d'économie sociale. Vous allez augmenter ces fonds-là, mais vous allez bonifier avec des critères de proximité. Fait qu'il n'y a pas de nouveaux fonds, mais c'est des nouveaux critères à l'intérieur de ces fonds-là. Est-ce que j'ai bien saisi? Oui, essentiellement, la décision que vous avez prise au Conseil, c'est d'octroyer plus d'argent annuellement aux entreprises d'économie sociale, commerce et de services. Présentement, ce qu'on avait comme véhicule, c'est le FNE et le FEDES. Si ça se trouve, on écrase ça, on reprend les bons ingrédients de ça, on amène ça dans un nouveau fonds qui capitaliserait éventuellement 225 000 par année. Cette année-ci, ce sera 175 000 si on prend 50 000 pour l'amener pour la création du FLS. Et on est donc justement à s'arrimer avec les orientations de la Ville en matière de gestion de ces fonds, des incitatifs financiers. On est à réfléchir au contour de ce nouveau fonds à entreprendre Sherbrooke d'environ 225 000 par année pour les entreprises d'économie sociale et plus traditionnelles dans les commerces et services. Donc, c'est un nouveau fonds d'enfants. On remanie et on forme un seul fonds avec tout ça. Ouais. Clair. Et ce qu'on va demander, pour compléter, on va demander à nos organismes de toujours faire adopter leur politique d'investissement par les instances décisionnelles de la Ville. Donc, c'est quelque chose qui va revenir vers vous là, pour qu'on ait toujours cette lecture globale-là, puis qu'on utilise nos outils à bon escient, mais de façon transversale. Là. Absolument. Tu en avais écrit une partie, d'ailleurs. C'est toi qui l'avais pas mal écrit. C'est bon, Mme Godbout? Merci pour ces éclaircissements. D'autres questions, d'autres commentaires? Non? Parfait. Ben, ça clôturerait ce point-là. Merci beaucoup pour la présentation. On souhaite quand même féliciter Jean-Sébastien Roy qui a vécu son baptême de feu. Bonne présentation. J'ai eu quelques ennuis avec ma caméra, mais ce n'est que partie remise.
Mais tu as découvert le fonctionnement du micro. Première étape. La caméra prochaine fois. Mais merci beaucoup. Mais effectivement, le fait que M. Roy est arrivé dans l'équipe, ben, ça permet de creuser certains dossiers dont l'équipe n'avait pas nécessairement la capacité, à moins de ne plus dormir la nuit. Donc, c'est vraiment une belle aide. Merci beaucoup. Alors, on va passer au point suivant. Donc, on est déjà au 13.1.1. Donc, démarche pour la mise en place de stratégies de rétention et d'attraction de la main-d'œuvre. Alors, on a plusieurs invités pour ça. Donc, Bianca de la Fontaine, qui est agente de conseillère en développement, les titres, je ne sais jamais, mais bon, qui est au Bureau de coordination du développement économique. On a Myriam Gagnon-Couture, qui est de Sherbrooke-Innopol, dont je ne sais pas exactement le titre. Ah ben voilà, c'est tout à fait en lien avec le sujet. Et on devait avoir Madame Caroline Coutu. Non, finalement, Non, elle ne sera pas sera présente. présente. OK, qui représentait Service Québec, mais qui ne sera pas présente. Alors, j'imagine que Monsieur Cadieux introduit le dossier. Ben oui, effectivement. Merci, Madame Lefebvre. Bon, comme vous l'avez mentionné, on est avec Bianca de la Fontaine puis nos collègues de Sherbrooke-Innopol là, pour discuter de ce dossier. Ça fait partie, notamment, comme on va vous le dire dans quelques instants, aussi de votre plan d'action. La stratégie actuellement, main-d'œuvre, il y a plusieurs efforts qui sont faits sur le territoire. Là, le questionnement qu'on veut se poser, en fait, on veut prendre un pas de recul pour vraiment mieux comprendre ce qu'on est en train de faire à différents égards, autant au niveau de la régionalisation de l'immigration que plus particulièrement au niveau de la rétention de nos étudiants. Puis évidemment, il y a des choses qui sont faites par la ville, mais il y a des choses qui sont faites par bien d'autres partenaires aussi sur le territoire. Donc, on a eu une offre qu'on ne peut pas refuser, en tout cas qu'on pense qu'on ne peut pas refuser là, de Service Québec. Ça va nous permettre de nous mettre en mouvement à cet égard-là. Il y a aussi, c'est ça. Donc, je vais arrêter là. Je vais laisser Mme de la Fontaine présenter son dossier. Oui, merci beaucoup, M. Cadieux. Donc, effectivement, là, comme mentionné, ça fait partie des actions prioritaires là, de la Commission de développement économique pour l'année 2023, donc d'élaborer des stratégies d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre. Vous savez comme moi que les enjeux là, associés à la main-d'œuvre ont pris de l'ampleur pour tous les secteurs d'activité là, au cours des dernières années. Ça a été exacerbé, entre autres, là, par la COVID puis par la pandémie qu'on a connue. C'est pour cette raison là, qu'à l'automne dernier, on a entamé là, des réflexions, des discussions avec nos partenaires de développement économique pour mettre en place une démarche structurante. Donc, tout d'abord, je pense que je vais laisser la parole là, à... Oui, Madame Lefebvre. Excusez-moi, je voulais juste souligner la présence de Madame la mairesse Evelyne Baudin qui vient de se joindre à nous. Voilà. On va peut-être voir apparaître dans l'écran. Peut-être. Donc, excusez-moi, allez-y. Merci. Donc, comme je disais, je vais laisser la parole là, dans un premier temps là, à Madame Gagnon-Couture, qui va vous présenter un portrait là, actuel des ressources, mais aussi des actions qui sont faites par la Ville, par l'entremise là, de ces bras de développement économique, là, que ce soit par l'entremise de Sherbrooke-Innopol ou d'entreprendre Sherbrooke. Merci, Madame de la Fontaine. Alors, au niveau du portrait de la situation, en fait, les ressources actuelles qui sont en place dans les paramunicipales, au niveau de Sherbrooke-Innopol, en fait, Sherbrooke-Innopol a vraiment intégré à son offre de services aux entreprises des services en attraction et rétention des talents depuis un petit peu plus que 5 ans maintenant. Donc, dans l'équipe, on compte une conseillère en attraction et rétention des talents qui est vraiment spécialisée en ressources humaines et une chargée de projet qui pilote le projet Ma carrière à Sherbrooke, qui vise la rétention des étudiants et des diplômés. Chez Entreprendre Sherbrooke, il y a 2 projets qui touchent à la main-d'œuvre. Le premier est axé sur la régionalisation de l'immigration, donc en lien avec des partenaires de Montréal et financé par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Le deuxième, c'est le projet Employeurs engagés pour la réussite éducative, qui est financé par l'organisme Réussir et par le Centre de services scolaires de Sherbrooke. Donc, je vais vous détailler un petit peu plus là, les offres de services dans les prochaines diapositives. Au niveau de destination Sherbrooke, présentement, il n'y a pas de service ou de projet qui touche là, spécifiquement la main-d'œuvre.
Donc, au niveau de l'offre de services chez Sherbrooke Innopol, donc ce qu'on va offrir, c'est des ateliers, des formations pour les entreprises sous forme de lunch and learn, de webinaires, de cohortes, par exemple. On va avoir également des groupes de co-développement en ressources humaines qui sont offerts aux entreprises du secteur manufacturier et du secteur, on l'appelle le techno-TI. Donc, on va créer vraiment des réseaux entre ces entreprises-là. Ça va être une place où les entreprises partagent leurs enjeux, où ils améliorent leurs pratiques. Donc, c'est vraiment des réseaux de collaboration qu'on crée. On va faire des représentations lors de salons, lors de foires de l'emploi, parfois à l'extérieur de la région, donc à Montréal, en concertation régionale. On va offrir aussi certains rabais aux entreprises qui veulent participer à différents événements avec nous dans les foires et salons de l'emploi. On participe également à différentes missions de recrutement à l'international. Depuis 2012, Sherbrooke Innopol collabore avec le MIFI au niveau des Journées Québec. Donc, on va faire les missions de recrutement international, accompagner les entreprises également au niveau des missions de recrutement virtuelles. On va offrir conseils, accompagnement personnalisé aux entreprises au niveau de l'attraction, de la rétention de la main-d'œuvre. C'est majoritairement aux entreprises qui n'ont pas tout à fait, des fois, de ressources en place au niveau des ressources humaines qu'on va aller donner des conseils plus approfondis. On va faire du soutien à la rédaction, à la diffusion des offres d'emploi, du référencement également vers des ressources sectorielles ou des organismes de Sherbrooke ou de la région qui offrent des services en employabilité. On a également un partenariat précieux avec Préférence Estrie, qui est un organisme qui fait de l'accueil et de la relocalisation de travailleurs en Estrie. Et on a des groupes d'échange sur les réseaux sociaux. On a également le projet Ma carrière à Sherbrooke, qui vise à promouvoir les opportunités de stage et de carrière offertes aux diplômés. Donc, pour faire ça, on va faire des événements de réseautage, par exemple, entre les étudiants et les entreprises, des midi-rencontres, des visites dans des entreprises. On va participer également à des salons, des foires de l'emploi sur les différents campus. Au niveau de l'offre d'Entreprendre Sherbrooke, il y a le projet de la régionalisation de l'immigration qui est fait en partenariat avec des organismes à Montréal qui ont une clientèle de personnes immigrantes qui souhaitent aller s'établir en région. Dans ce programme-là, on va faire de la promotion de la région de l'Estrie auprès des partenaires de Montréal et de leur clientèle. Il va y avoir aussi des possibilités d'accompagnement individuel pour les personnes immigrantes qui souhaitent venir s'établir en Estrie, donc des visites exploratoires ou la promotion de possibilités d'établissement en lien avec l'emploi, la formation ou l'entrepreneuriat. Il va y avoir des représentations également lors de salons et foires de l'emploi, majoritairement à Montréal. Des mobilisations de partenaires de la région pour rendre le milieu plus accueillant, inclusif et de la sensibilisation pour les employés. Pour le programme Employeurs engagés pour la réussite éducative, c'est vraiment un programme qui vise à promouvoir la conciliation études-travail. Donc, la conseillère va faire des conseils d'accompagnement personnalisé pour les entreprises au niveau de l'amélioration des pratiques de réussite éducative pour les jeunes. Il va y avoir de la sensibilisation des acteurs du milieu, notamment en participant à des salons de l'emploi ou à des journées portes ouvertes dans les différents établissements d'enseignement. Ils vont faire des ateliers, des formations pour les entreprises. Il va également y avoir de la prospection, du démarchage d'entreprises pour qu'ils adhèrent au mouvement Employeurs engagés pour la réussite éducative. Il va y avoir des collaborations avec différents établissements d'enseignement et plusieurs types de communication sur les réseaux sociaux, sites web, entre autres. Donc, la question qu'on se pose en ce moment, c'est comment est-ce qu'on peut faire mieux? Donc, comment est-ce qu'on peut faire bénéficier les entreprises de Sherbrooke, peu importe leur secteur d'activité, des services qui ont été créés dans les dernières années au niveau de l'attraction et de la rétention des talents? Donc, en fait, on n'a probablement pas besoin de dédoubler les efforts ou de créer des nouveaux services dans chacune des paramunicipales. Dans plusieurs cas, on peut mutualiser des services, on peut élargir nos offres de services aux autres secteurs d'activité en utilisant ce qui se fait déjà, puis on peut mieux considérer également ce qui se fait sur l'ensemble du territoire. Donc, on s'est assis ensemble pour discuter de cet aspect-là, Sherbrooke Innopol, Entreprendre Sherbrooke, Destination Sherbrooke, avec le Bureau de coordination de développement économique et avec Service Québec, parce que les entreprises de tous nos secteurs d'activité vivent des enjeux qui sont similaires face à la pénurie de main-d'œuvre. Donc, ils vont vivre de la rareté de travailleurs qualifiés, ils vont vivre de la concurrence salariale, du roulement de personnel, ils vont souffrir de l'exode des jeunes ou des personnes immigrantes vers les grands centres, par exemple. Donc, comme il y a déjà des services qui existent dans certaines de nos organisations, qui ont déjà fait leurs preuves dans les dernières années, qui aident déjà les entreprises, il n'est pas nécessaire d'aller tout réinventer.
Donc, en élargissant la portée de certains services axés sur la main-d'œuvre, on peut vraiment en faire profiter les secteurs économiques qui sont couverts par nos organisations, que ce soit le tourisme, l'économie sociale, le commerce, les services ou l'industriel et le technologique. Donc, on a mis quelques exemples là, de services qui pourraient bénéficier à une clientèle d'entreprise plus élargie que ce qui est offert actuellement. Par exemple, on pense aux groupes de co-développement qui sont offerts présentement aux entreprises manufacturières et technologiques. On peut penser à l'accompagnement au niveau du recrutement à l'international. Donc, ce n'est pas unique aux entreprises industrielles. Le recrutement international, ça peut aider divers secteurs également. Les cohortes de formation, tout ce qui est conseil, accompagnement personnalisé au niveau de la gestion des ressources humaines, le soutien à l'accueil et à la rétention des employés via le partenaire Préférence Estrie, donc tout ce qui touche la relocalisation de travailleurs dans la région, la visibilité et la promotion auprès des communautés étudiantes, par exemple avec le projet Ma carrière à Sherbrooke, ce serait quelque chose qui pourrait être élargi également. Donc, dans la mécanique de comment est-ce qu'on peut mettre ça en place, on aimerait obtenir un certain type de soutien. Là, je vais laisser Mme de la Fontaine poursuivre sur le sujet. Oui, merci beaucoup. Donc, effectivement, là, comme Myriam l'a mentionné, on s'est assis là, l'automne dernier avec Service Québec, Sherbrooke Innopol, Destination, puis Entreprendre Sherbrooke. Puis, on en est venu à la conclusion qu'il faudrait faire un diagnostic, non seulement de ce qui est offert par la Ville et par Service Québec sur le territoire, mais aussi un diagnostic de ce qui est offert par les autres organismes, que ce soit des organismes publics, régionaux ou locaux, dans le fond, pour voir, dans le fond, où il y a des chevauchements, où il y a des trous. Puis, éventuellement, là, l'objectif, ce serait de mettre en commun les services qui sont offerts par rapport à l'attraction-rétention des talents, mais pour éventuellement peut-être définir le mandat d'un futur bureau d'attraction-rétention des talents. Donc, on en est venu à la conclusion, puis c'est un peu ce que M. Cadieux le mentionnait d'entrée de jeu. On a eu une offre qu'on ne pouvait peut-être pas refuser, c'est-à-dire que chez Service Québec, il existe une table ad hoc de concertation dont l'objectif est de... L'objectif est de susciter, supporter la concertation des forces vives du milieu en lien avec le développement de l'emploi et de la main-d'œuvre. Donc, par l'entremise de ce programme de subvention-là, ce serait possible d'embaucher un consultant dont le mandat serait le suivant, c'est-à-dire d'établir un diagnostic de l'offre actuelle, comme je le mentionnais, donc autant locale et régionale pour les organisations sherbrookoises, d'émettre des recommandations, mais aussi de proposer une structure pour travailler une stratégie d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre. Donc, par l'entremise de ce programme-là de Service Québec, le consultant qui serait mandaté pour faire le diagnostic, on pourrait, dans le fond, financer ses honoraires jusqu'à 85 Si on souhaite aller de l'avant puis faire la demande de subvention à Service Québec, les prochaines étapes là, sont les suivantes. Quand on parle de la création d'un comité, en fait, c'est quelque chose qui existe déjà puisque le comité peut être composé de la Ville et de ses organismes paramunicipaux. Donc, le petit groupe là, qui s'est rencontré à l'automne dernier. L'identification du besoin et de la solution envisagée, c'est une étape qu'on a déjà réalisée. Donc, on en serait rendu à l'étape de l'offre de service, donc d'obtenir une offre de service de la part d'un consultant pour être en mesure de présenter la demande officielle à Service Québec, puis éventuellement revenir vers le conseil municipal pour la signature de l'entente. Donc, ce diagnostic-là, ce mandat-là à un consultant serait la première étape pour se mettre en œuvre pour une démarche d'attraction-rétention de talent. Parfait. Ça complété. Ouais, je vais me mettre dans le tour de parole aussi. Donc, attendez, que je regarde, c'est qui le premier qui a levé la main? Monsieur Paul Jing, je vous écoute. Madame Jing? Non, je pensais que c'était Madame Louz, mais je me suis repris. Pas de problème. Merci, Madame la Présidente. Merci pour la présentation. Cette valeur, aujourd'hui, on ne voit pas les présentatrices ou les présentateurs. Alors, peut-être pour la prochaine fois, pour le bienfait de nos auditeurs et auditrices, peut-être qu'on pourrait juste faire en sorte qu'on puisse les voir.
Ouais, c'est un aspect qui est compliqué quand c'est des invités externes. On aurait pu voir Madame Bianca de La Fontaine, mais elle n'a pas son ordinateur devant elle. Donc, C'est Bon, parce voilà. que je voulais pas laisser Madame Gagnon tout seul dans l'ombre. Voilà. c'est bien. Alors, bon, merci. Là, faire un diagnostic, c'est vraiment pour moi la bonne façon de procéder. On commence par faire un diagnostic. Maintenant, vous avez mentionné dans vos offres de services actuels, ateliers formation, lunch and learn, webinaire, cohorte, représentation lors de salons, foire de l'emploi, attractivité régionale concertée, des conseils et accompagnements personnalisés en attraction et rétention de la main-d'œuvre. Et il y a une autre page aussi d'offres de services actuels. Est-ce que dans le, pardon, est-ce que dans le diagnostic, on va pouvoir avoir une mesure de tout ce qui se fait? Qu'est-ce que ça rapporte, ça? Est-ce qu'il y a beaucoup de participants qui vont à ces activités-là? Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau? Vous comprenez? Alors ça, pour le diagnostic, moi, je pense que ça serait bien important que ça fasse partie pour pas justement, qu'on travaille pour rien non plus, puis qu'on puisse se concentrer sur des services qui seraient vraiment profitables pour tous. Deuxièmement, bon, à votre page, comment faire mieux? Euh, euh, Exemple de services pouvant bénéficier à une clientèle d'entreprise élargie. Bon, je sais que Sherbrooke Innopol le fait beaucoup, je le sais ou je prétends qu'il le fasse beaucoup. Maintenant, est-ce que c'est eux qui porteraient ça, ce dossier-là? Est-ce que c'est Entreprendre Sherbrooke? Ça, c'est une autre question. Et juste pour être sûr, Madame de La Fontaine, vous avez dit que un consultant pourrait être subventionné à 85%? Oui, exactement. C'est les honoraires du consultant qui peuvent être remboursés jusqu'à 85 pour un maximum, je crois, de 150 de l'heure. OK, je vous remercie beaucoup. Merci Alors, beaucoup. juste pour me confirmer que dans le diagnostic, ou du moins, on va entamer peut-être des discussions là-dessus. Moi, en tout cas, je souhaite que ça fasse partie du diagnostic. Merci. C'est une bonne remarque, effectivement, là, de mesurer les retombées, l'investissement versus les retombées. C'est excellente remarque. Merci beaucoup. Madame Louz? Et la participation, Madame la Présidente, et la participation Oui, à ces activités-là, merci. oui, pour moi, ça fait partie des retombées, effectivement. Oui. Bon, merci pour la présentation. Juste pour juste confirmer, valider, vous travaillez pour Sherbrooke Innopol? Parce que Oui, vous aviez exactement. aussi parlé la partie d'Entrepreneur Sherbrooke, fait que j'étais un peu. Mais je suis contente en général de voir cette présentation qui, au fond, parle un peu de ça, de mettre ça ensemble, de parler de toutes les actions. Quand les instances sont venues nous présenter, quand les organismes municipaux sont venus nous présenter leur plan d'action, on avait vu qu'il y avait ça dans chaque plan d'action. Il y avait cette préoccupation-là. Et moi, je n'ai pas vu vraiment des actions de DS, Destination Sherbrooke, mais pourtant, il y avait quand même un point dans leur. Il y avait, je pense, plus qu'un point dans leur plan d'action. Je ne sais pas s'ils réalisent aussi quelque chose, mais je suis contente de savoir que vous avez mis ça au commun sur la table pour regarder l'ensemble. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est sur ça qu'il faut qu'on s'en aille. Je suis contente de voir cette volonté-là de votre part. Et puis, fait que je ne sais pas, d'abord pour la question de destination Sherbrooke, est-ce que vous aviez aussi regardé s'il y avait des actions? C'est la première question, mais j'en ai une autre après. Effectivement, là, on a regardé, puis pour l'instant, là, il n'y a pas d'action d'attraction, rétention là, de talents qui sont financés là, par la Ville chez Destination Sherbrooke. Puis, chez Entreprendre Sherbrooke, comme Mme Gagnon-Couture l'a mentionné, les actions sont financées là, soit par le MIFI ou via le programme Réussir. Là. Entièrement? OK, parfait, ça.
Puis là, quand vous parlez de 85 qu'on est capable d'avoir, puis là, tu avais dit 50 de l'heure, fait qu'on ne sait pas finalement le montant total parce qu'on n'a pas évalué, on ne connaît pas le nombre d'heures qu'on aura besoin pour ça. Effectivement, dans le fond, on attend là, une soumission là, d'un ou de 2, 3 consultants pour faire le choix du consultant, puis déposer la demande officielle là, à Service Québec. Eux, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est un maximum de 150 de l'heure pour le taux horaire. 150. Oui, le taux horaire du consultant. Puis ils peuvent financer jusqu'à 85 là, de l'ensemble du mandat. Là. Puis, OK. Fait qu'on on est en attente, puis une fois qu'on va le savoir, est-ce que cette différence-là de 15 vous pensez trouver ça quelque part dans le budget? En fait, ça va être quand on va apporter la convention ou l'entente à Service Québec, là, au conseil municipal, on va vous inscrire là, le montant là, qui représente la portion ville, puis qui va être pris effectivement là, à même le budget d'opération du Bureau de coordination de développement économique. Parfait. Merci beaucoup. Juste simplement pour compléter, une petite précision. Aujourd'hui, on est vraiment là à valider la nature de notre démarche. Donc, si vous nous dites non, vous n'êtes pas tout à fait à la bonne place, ben, on ne recherchera pas de consultant. Il y a cette opportunité-là qui existe. C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Il y a un travail à faire là, par la suite là, pour opérationnaliser ça. Parfait. C'est bon, Madame Luce? Parfait. Moi, je m'étais mis dans la ligne pour poser des questions aussi. Service Québec, je ne pensais pas que c'était jusqu'à 85 Est-ce que c'est parce qu'on est une municipalité ou parce que d'habitude, c'est 50 là, pour les entreprises? C'est les critères, là, dans le fond, là, de ce programme-là. Là. Donc, Ils on ont est. mis quelque chose de spécial sur les enjeux de main-d'œuvre qui sont peut-être. Effectivement, là, cette table-là, elle est spécialement là, pour tout ce qui est la concertation, puis tout ce qui est lié là, à l'emploi et à la main-d'œuvre. OK. OK. Oui, parce que Service Québec, il y a des problèmes de subvention qui existent depuis très longtemps. Puis depuis quelques années, ils aiment ça, l'étape de concertation. Là. On dirait que c'est leur dada. Mais donc, c'est ça. Mais effectivement, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il faut déposer un dossier avec une soumission complète, etc., avant de le faire. Puis c'est là que nous, on va le savoir, puisque des consultants vont quand même pouvoir évaluer grossièrement ça va coûter combien. Donc, on saura à ce moment-là combien nous, ça va nous coûter. Parfait. Dans toutes les choses qui sont faites, là, que vous nous avez présentées, je vais amener quelque chose un peu de bateau, là, si on peut dire, parce qu'au niveau des enjeux de main-d'œuvre, on a toujours le pendant qui est le logement et le transport qui sont un problème. Alors, je sais que vous travaillez avec Préférence Estrie, mais est-ce qu'il y a des choses qui se font à ce niveau-là? Tu sais, le logement, c'est peut-être plus compliqué, mais au niveau du transport, pour ouais, puis les garderies, effectivement, mais pour, tu sais, pour répertorier, hem, les enjeux, pour peut-être les cibler sur le territoire aussi, tu sais, on a, les endroits où il y a des concentrations plus fortes, peut-être les parcs industriels et cetera, où là, les circuits sont peut-être défaillants et cetera. Tu sais, je parlais avec un commerçant encore ce matin qui me disait que c'est ben compliqué, les enjeux de transport pour, le personnel qui est de plus en plus jeune aussi. Donc, je me demandais là s'il y a des choses qui se faisaient dans cette dimension-là. Est-ce qu'il y a des discussions qui se font avec la STS ou d'autres solutions qui peuvent être proposées? Là? On est conscient que c'est des problématiques auxquelles il faut s'attarder. Là. C'est globalement répandu à l'étendue du Québec, je dirais, là, rareté de logement, tout ça, effectivement. De collaborer avec des partenaires comme Préférence Estrie, ça nous aide énormément. Je dirais qu'au niveau du transport, on en est tout à fait conscient. C'est sûr qu'on va essayer de faire des représentations, d'aller chercher l'avis des entreprises, en fait, pour en parler directement aux instances. Mais en ce moment, je ne peux pas dire qu'il y a un projet ou quelque chose comme de concret qui se fait. Là, on en est conscient de ces problématiques-là. Puis je pense que le fait de collaborer les 3 paramunicipales ensemble, ça faciliterait ce genre de démarche-là aussi. Tout à fait. Parce qu'on pourrait avoir une meilleure concertation, un meilleur poids aussi là, pour faire changer les choses, en fait.
Oui, parce que je pense que ça peut être un plus dans ce travail-là, c'est de cartographier les besoins, d'aller identifier les besoins, parce qu'on peut se dire, ah ben là, il devrait y avoir besoin, mais peut-être que non, et peut-être qu'il y a des endroits où on pense que c'est correct, puis non, il y a des besoins. Donc, je pense que ce serait intéressant, que une fois de temps en temps, au moins la STS soit impliquée dans ce processus-là, hein, pour qu'on puisse travailler là-dessus aussi. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Madame Godbout? Oui, alors merci pour votre présentation. Moi, j'ai comme un peu le goût là, de challenger ce qui nous est présenté aujourd'hui, toutefois. Euh, Moi, la question que je me pose en regardant ça, c'est est-ce que notre problème, c'est l'attraction et la rétention des talents ou notre problème, c'est la pénurie de main-d'œuvre? Puis je pense que si on pose cette question-là, ben, on aborde les choses d'une manière très différente. Et pour moi, je pense que l'enjeu numéro un, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Et ben, pour régler cet enjeu-là, il y a différentes stratégies. Puis là, dans le fond, c'est une des stratégies qui est proposée ici. Euh, puis je pense que M. Durocher, vous êtes là, mais je suis contente que vous soyez là d'ailleurs. Euh, j'ai assisté récemment, pour votre information, à une formation, déjeuner conférence d'Investissement Québec. Je ne sais pas si c'était là, Myriam? Non. C'était vraiment très, très intéressant parce que ce qu'Investissement Québec dit, dans le fond, ben, il y a un enjeu de productivité de nos entreprises. Puis c'est sûr que cet enjeu-là est majeur là, pour l'ensemble des entreprises du Québec, puis on n'y échappe pas à Sherbrooke. Puis un des freins, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Mais pour arriver à ça, ben, il y a la main-d'œuvre, oui, la pénurie, l'attraction de talents, mais puis notre main-d'œuvre déjà existante, mais il y a aussi évidemment tout ce qui est automatisation, robotisation, qui sont aussi des enjeux majeurs auxquels nos entreprises sont aux prises avec ces défis-là. Fait que c'est sûr que moi, comme ville, comme investissement, tu sais, sachant en fait ces enjeux-là, tu sais, qui répondent à la problématique de la pénurie de main-d'œuvre, ben, je pense que c'est important de le regarder globalement et dans son ensemble. Parce que l'idée, hein, c'est qu'on a des budgets limités, puis on veut pouvoir agir aux bonnes places avec le peu d'argent qu'on a. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu un malaise, tu sais, avec ce qui est présenté dans le sens où on va voir une petite partie par rapport à un problème qui est un peu plus important. Euh, Parce que, tu sais, Investissement Québec, puis moi, j'aimerais ça qu'on les invite, qu'ils viennent nous parler, qu'ils viennent nous rencontrer pour nous faire, en fait, à peu près la même présentation. Je trouve que ça pourrait être intéressant que, tu sais, que les entreprises, si c'est enregistré, que les entreprises qui n'ont pas pu être là, qui puissent entendre puis de comprendre. Là, des fois, c'est bon de comprendre les enjeux quand même à haut niveau. On a des décisions à prendre. Fait que dans un premier temps, moi, j'aimerais ça qu'Investissement Québec vienne nous présenter. Ensuite, j'aimerais ça que des entrepreneurs soient assis ici à côté, donc d'avoir les experts pour moi là, par rapport à l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre, c'est les entreprises. Fait que j'aimerais ça que les entreprises soient ici. J'aimerais ça en avoir qui ont le goût de s'impliquer avec nous pour qu'on prenne des bonnes décisions. Parce que, je vais le répéter, là, mais on a peu d'argent à investir. Fait qu'il faut investir aux bonnes places. Fait que c'est pour ça que, oui, de faire un diagnostic, mais un diagnostic, tu sais, sur quoi exactement? Parce que c'est vrai, moi, j'avais la même question que M. Gingles, là, à savoir, est-ce que les activités que vous avez mises en place, y a-t-il des gens qui participent, puis qu'est-ce que ça donne en fonction, encore là, de l'argent qu'on investit? Parce que c'est ça qu'on veut savoir, est-ce qu'on investit aux bonnes places? Fait que, bref, tu sais, je ne suis pas contre l'idée d'avoir un consultant, mais je pense qu'il faut regarder l'enjeu par rapport à ce que nos entreprises vivent, de le regarder vraiment plus par rapport à la pénurie de main-d'œuvre. Moi, c'est comme ça que j'aimerais ça qu'on l'aborde plus que sur directement la stratégie, alors que c'est aussi quand même assez limité, là. Oui,
Je te regarde. Il n'y avait pas de questions. Donc, Non! non, Il y a comme une face en point d'interrogation. non, en fait, j'étais en train de réfléchir, mais en fait, c'est un commentaire très, très pertinent. Ouais. Fait qu'on on le prend. Là. On est en mode analyse. Là. On vous présente, dans le fond, où on en est en ce moment. C'est sûr que, puis d'ailleurs, j'ai eu la discussion, on name drop, excusez-moi le bon terme français, M. Durocher là, qui est dans la salle, mais j'ai eu la discussion avec M. Durocher à cet égard-là. Parce que les enjeux macroéconomiques, on a très peu de moyens pour agir là-dessus localement. Puis quand je dis moyens, c'est pas parce que on n'a pas de ressources, mais c'est parce que financièrement, on voudrait régler ces questions-là, puis même on n'est même pas capable au niveau provincial et fédéral de le faire. Donc un peu comme vous le mentionnez, Mme Godbout, c'est important qu'avec la petite quantité de ressources qu'on a au niveau local, minimalement, on agisse de façon structurée et coordonnée et on frappe au bon endroit. Fait que c'est un peu ça la volonté de la réflexion, mais je comprends la nature de vos propos. Là. On prend ça en note. Oui, puis tu sais aussi, peut-être j'ai assisté aussi à un autre. En fait, ce qui était intéressant de la présentation Investissement Québec, je tiens à vous le partager parce que c'était vraiment intéressant. C'est par rapport au bassin de travailleurs disponibles actuellement par rapport à la démographie qu'on vit au Québec. Parce que vous, dans le fond, vous ne parlez pas tant du Québec, là, plus de l'extérieur, mais quand même au Québec un peu aussi, là, mais c'est que le potentiel d'aller chercher de nouveaux travailleurs en fonction de la démographie, elle est extrêmement mince. Là. Il n'y en a presque pas. C'est dans la tranche du 55 ans et plus. C'est là, en ce moment, où il y a une marge de manœuvre pour aller chercher certains bassins. Qu'est-ce que j'ai compris? J'avais-tu bien compris? C'est une des tranches, mais c'est la tranche la plus importante qui a en tout cas plus de marge de manœuvre pour aller en chercher. Donc, des gens qui sont, entre autres, à la retraite. Fait que ça implique des différentes façons de travailler. Puis d'ailleurs, j'ai assisté à un autre déjeuner-conférence de Luc Godbout qui était là. Puis c'était vraiment intéressant parce que le gouvernement met en place des mesures pour faciliter l'intégration à temps partiel des travailleurs à la retraite où ils perdent moins d'argent par rapport aux règles fiscales qui étaient en place. Donc, puis ça, il y a beaucoup d'entreprises, moi j'ai compris, qui ne sont pas tant au courant de ces enjeux-là pour aider à la main-d'œuvre. Puis quand j'ai assisté à ce déjeuner-là, ce qui était vraiment intéressant aussi, c'est qu'il y avait différents acteurs de la ville qui étaient présents. Puis moi, ce que je ressentais là, dans la salle, c'est que les gens ont besoin d'avoir une concertation. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs, nous, là, on parle de deux là, deux organismes, mais il y a plusieurs organismes là, qui mènent des actions, mais il y a peu de concertation puis de créer des effets de levier entre les organismes. Fait que, si déjà le travail que vous allez faire peut servir à créer cette concertation-là, puis de créer des effets de levier entre les gens, je pense que c'est ça qu'il faut viser. L'orientation du diagnostic en ce moment, c'est comme tantôt je l'ai dit, c'était pas clair là, le final de ça, mais d'en arriver à pouvoir identifier des effets de levier entre les différents partenaires de la ville, je pense que c'est là aussi qu'on pourrait peut-être gagner par rapport à cet enjeu-là spécifique-là de la main-d'œuvre. En tout cas, j'apporte ça à votre attention. Là. Bref, j'ai participé à beaucoup de déjeuners-conférences. C'est toujours très intéressant. On tire tout le temps un peu de jus là, de cerveau pour nous inspirer. Puis j'ai vraiment fait des conférences intéressantes là, dans les derniers temps. Puis d'ailleurs, on voulait faire un forum sur la main-d'œuvre. Hein? Fait que ça pourrait être, je pense que c'est quelque chose qu'il faut remettre en plan, là, de faire un forum pour. Il faut mobiliser les entreprises, dire qu'on est là pour eux, les écouter. Je vais le dire et le redire, là, mais c'est important là, de mettre en place quelque chose qui est intéressant, qui va être utile, structurant surtout. Merci beaucoup. Voulez-vous que j'arrête? On pourrait reprendre la parole plus tard, on a un peu de temps. Merci beaucoup, c'est intéressant. Madame Baudin? Merci, Madame la Présidente.
C'est drôle, effectivement, que M. Durocher soit dans la salle. On arrive d'une rencontre à laquelle on a participé tous les deux. Il y avait d'autres personnes aussi parce que c'était la rencontre de Sherbrooke-Violence Santé qui, pour les gens qui connaissent moins cette instance-là, rassemble les différents acteurs institutionnels, si on peut dire, là, du territoire de la ville de Sherbrooke. Et on a eu une présentation de l'instance Réussir, qui est, bon, vous avez peut-être déjà entendu parler du TechFé, du Pré, puis d'un autre, la Tessier, je pense. Fait que fusion de ces 3 organisations-là dans Réussir, mais bon, ça, c'est pour la gouvernance, là, je vous épargne un peu, mais M. Cadieux siège là-dessus, en fait. J'ai découvert ça. J'apprends tout le temps que M. Cadieux siège sur comme plein d'affaires. Des pouvoirs multiples. Ben oui, ben tant mieux, mais c'est ça. Donc, tout ça pour dire, on a une présentation pour parler des effets de la pénurie de main-d'œuvre sur la réussite scolaire, la réussite éducative. Et c'était vraiment une excellente présentation et tout le monde à la table est vraiment mobilisé pour tout le monde a la volonté d'agir sur ça parce que pour la première fois là, depuis plusieurs années, on voit une augmentation du taux de décrochage, diminution du taux de diplomation, alors que les données liées à la pandémie ne sont même pas encore complètement rentrées, là. Donc, ça a commencé avant même la pandémie, cette situation-là. L'économiste Pierre Fortin, pour ceux qui le connaissent, savent qu'il a travaillé beaucoup, notamment sur le salaire minimum, sur les impacts de la hausse du salaire minimum, par exemple, sur le décrochage scolaire. Tout ça pour dire que là, on parle beaucoup de rétention de la main-d'œuvre. En fait, on parle de pénurie de main-d'œuvre. Il ne faut jamais oublier qu'une des conséquences là, de tout ça, ça peut être sur l'éducation, sur les jeunes, sur leur futur, sur leur avenir. Alors, je pense que. Et ça m'a fait penser. D'ailleurs, tout est dans tout, comme on dit. Lundi, Mme Lefebvre et moi, je ne sais pas, étiez-vous là, M. Cadieux, quand on a rencontré Mme Nimtam en Teams? OK, c'est bon. Ça fait tellement longtemps, là, ça fait comme 3 jours. Il s'est passé tellement de choses depuis lundi. Donc, par rapport à l'éventuelle politique d'économie sociale, on parlait, grosso modo, que cette politique-là, on veut que ce soit une manière d'ajouter, d'amener des valeurs à notre développement économique. Et bon, l'économie sociale le fait, mais c'est peut-être un peu plus large, en tout cas, ou peu importe, on peut donner la définition qu'on veut au terme économie sociale, mais tout ça pour dire que parmi les valeurs qui devraient nous guider, c'est justement de favoriser la réussite des jeunes. Donc, je pense qu'il y a des belles choses qui s'en viennent par rapport à cet enjeu-là, mais ça ne touche pas que Sherbrooke. Je suis convaincue qu'en amenant ce sujet-là, par exemple, à la table des MRC de l'Estrie, c'est quelque chose qui va avoir un grand effet. Sur les différentes instances aussi de l'UMQ, juste parce que vous avez parlé de différents partenaires et tout ça. Comme ville, dans nos partenaires, bon, il y a aussi la TME qui assurément a identifié la pénurie de main-d'œuvre comme une de ses priorités régionales, si on peut dire. Même chose pour l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec. J'en ai parlé que notamment la mairesse de Gatineau, France Bellil, qui pilote, si on peut dire, quelque chose sur les villes comme employeurs de choix. Mais de façon encore plus large, là, d'après moi, l'UMQ, il doit se passer des choses aussi par rapport à ça. Fait que je pense qu'une des choses importantes dans ce dossier-là, ça va être de bien, bon, comme vous le dites, là, de bien avoir un bon portrait de qui fait quoi, c'est quoi les pouvoirs de chacun, rôle et pouvoirs de chacun, et de voir, à documenter aussi qu'est-ce qu'une instance comme la nôtre peut faire et de façon efficace. Est-ce que, parce que là, on a fait des choses, oui, puis on peut se demander si ce qu'on a fait était efficace, mais il y a probablement du monde qui se sont penchés sur
quel type de mesure est particulièrement efficace et lesquelles sont à la portée d'une ville MRC comme Sherbrooke. Donc, je pense que de vraiment s'appuyer sur la littérature, si on peut dire, pour choisir les actions qu'on va prioriser. Mais c'est sûr que pour moi, de bien rassembler ça, rassembler nos forces, ça va être... c'est le genre de dossier où est-ce que le saupoudrage est assurément moins efficace que la mise en commun. Là. Fait que je pense qu'il faudra s'assurer de poser les gestes qu'il faut pour pouvoir agir de façon efficace. Merci. Merci beaucoup. Mais ça introduit un petit peu ce que j'allais dire, c'est parfait. Parce que justement, ce midi, moi, j'ai eu une rencontre avec différents intervenants et on a parlé de garderie qui souffre aussi de pénurie de main-d'œuvre. Et c'est, comme Mme Godbout l'a souligné, c'est lié au niveau de l'employabilité aussi, la disponibilité des employés, parce qu'il y a des femmes qui ou des hommes, là, mais plus souvent le plus bas salaire, les femmes qui ne peuvent pas retourner sur le marché du travail à cause de ça. Donc, ça fait partie des axes aussi qui sont à regarder. Et justement, je trouve que ce serait intéressant. Tu sais, là, on a vu un petit peu tout ce que vous faites, mais j'aimerais ça qu'on ait une analyse par axe de solution. Parce que ben, Mme Godbout amenait, est-ce que c'est un problème de pénurie ou de rétention de talent? Moi, je pense que la rétention de talent, c'est un des axes de solution par rapport à la pénurie. Puis il y en a d'autres, là, l'automatisation. Est-ce qu'on fait des choses, nous, pour informer les entreprises, quelles subventions existent, etc., pour les accompagner peut-être là-dedans. Là. Je ne sais pas si c'est des choses que vous faites. Je vois Monsieur Durocher, donc directeur de Sherbrooke Innopol, là, que je n'ai pas encore salué. Bienvenue. Il y a tous les aspects d'immigration, il y a l'attraction des talents extérieurs, il y a la rétention des talents intérieurs, puis on sait qu'ici, avec le pôle du savoir, les étudiants et tout ça, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a, ben, comme ça a été nommé, les retraités, c'est comment les faire revenir ou les garder le plus longtemps possible. Puis il y a certainement plein d'autres axes de solutions. Puis ce serait intéressant d'avoir cet angle-là là, sous les. C'est parce comme Madame Baudin l'a dit, on peut se poudrer par plein de choses et essayer d'être partout et de faire plein de choses, mais parfois, on pourrait perdre de vue un aspect qui peut être intéressant. On le voit dans les épiceries, là, maintenant, il y a de plus en plus de caisses automatiques. On voit même des robots apparaître dans les restaurants pour remplacer les serveurs et bientôt même les cuisiniers, puisque c'est très en pénurie. Donc, c'est quand même, il y a des choses là qui existent. Donc, voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ben oui, vous avez parlé des valeurs au niveau de l'économie sociale, etc. Mais justement, ce midi, là, dans l'ordre de la réussite scolaire, parce qu'effectivement, la réussite scolaire, c'est un lien avec la qualité des employés qu'on peut avoir. Et je trouverais ça important, là, puis je ne sais pas si vos équipes sont au fait ou connaissent assez bien les déterminants de la réussite scolaire et les déterminants de la santé. Parce que souvent, quand on travaille sur ces axes-là, ben, on trouve, on a un rayonnement d'impact qui est assez large. Et d'ailleurs, je trouve que nous-mêmes, au conseil municipal, ce serait intéressant d'être mieux formés là-dessus et qu'on ait ces déterminants très en tête dans chacune de nos décisions et pour s'assurer de l'impact que ça puisse faire. Là. Donc, autre piste de réflexion. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires ou d'autres questions? Donc, il n'y avait pas de. C'était un point d'information, d'analyse. Finalement, pour ce diagnostic-là, on avait 300 400 000 $. C'est combien le budget déjà?
C'était 500 000, je pense. Oui, C'est 500 000. disponible. Mais en fait, on entend très bien ce que vous dites, puis c'est vraiment, en fait, c'est hyper intéressant déjà comme réflexion. Ça s'est à quelques reprises, comme on vous l'a déjà dit, avec les partenaires locaux, puis on réalise aussi qu'il va falloir ratisser un petit peu plus large que juste regarder dans notre cours, là. Fait que merci, merci. Ouais, moi, je pense que ça fait déjà un tour de roue intéressant. Fait qu'on va continuer à travailler ça de notre côté pour avoir une proposition, une recommandation à vous faire là, pour la suite. Donc, moi, ça ferait le tour. Donc là, c'est en analyse. L'enjeu qu'on a, c'est pas toujours un enjeu de temps, vous le savez, on répète toujours la même affaire, là, mais il n'y a pas d'enjeu par rapport au programme, puis on n'est pas en train de dire que dans 3 jours, on a besoin d'avoir une autorisation, sauf que ce qu'on aimerait faire, c'est de profiter, on le sait que le processus budgétaire de la ville revient évidemment très rapidement. Dans ce contexte-là, on va avoir vraiment, peut-être que ça ne nécessitera aucun argent supplémentaire, la stratégie qu'on veut mettre en place, mais assurément, il faut réfléchir à cette question-là pour être capable d'avoir une proposition là, pour être effectif à partir de 2024, face surtout à la mutualisation de nos efforts. Et peut-être que la mutualisation va suffire, mais ça fait partie de nos réflexions aussi là, en termes d'échéancier et de séquences. Tout à fait. Puis d'ailleurs, je trouve ça très positif de voir c'est tout le monde assis autour de la table et plus largement parce que c'est pas juste nos 3 ou 4 entités là, de développement économique, mais aussi les services de la ville, Service Québec, Investissement Québec, ce serait intéressant aussi. Donc, je pense que plus on va travailler avec les forces vives en place, plus on va avoir de résultats. Madame Godbout, je vois votre main s'agiter. Ben, votre propos me questionne tout à coup. Monsieur Cadieux. J'aurais dû rien dire, c'est ça que vous me dites. Non, mais c'est parce que je me demandais, et on réfléchit tout haut, là, parce qu'on est en commission, mais ce que je veux savoir, c'est, tu sais, dans le fond, on parle de mutualisation de services. J'en suis, là. Tu sais, on n'aime pas les dédoublements, personne. Mais si l'argent elle vient de deux bailleurs de fonds différents, comment la mutualisation dans un contexte comme ça peut vraiment s'articuler? Ça change rien parce que, en fait, les organismes actuellement, là, quand ils font des demandes de budget, là, que ce soit au MIFI, que ce soit à Développement économique Canada ou autre, ils le font au nom de la ville parce que c'est des organismes reconnus comme municipalités. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a débattu quand on a créé Entreprendre Sherbrooke. OK. Je pense que vous en rappelez très bien. Oui. Donc ça ne change rien. Puis quand on en a parlé, j'ai eu une discussion justement sur la régionalisation de l'immigration avec le MIFI parce que là, on se demandait c'est quoi le rôle de Vision Attractivité face à la régionalisation de l'immigration, puis son mandat, etc. Puis le MIFI, en fait, essentiellement, il nous a dit c'est à la MRC de décider ce qu'elle veut. Là. Si vous voulez qu'on travaille avec Entreprendre Sherbrooke, on va travailler avec eux. Si vous pensez que c'est davantage important en régional, ben, on va aller dans cette direction-là. Fait que c'est à nous, localement, de se positionner comme gouvernement de proximité. Là. OK, mais c'est ça. Fait que mettons qu'ils mettent 100 000, là, je pense que c'est plus que ça qu'ils mettent en régionalisation de l'immigration. Oui, le montant exact, 300? là, je ne l'ai pas, là, mais c'est plus que 100 000. Oui. Mettons que c'est 100 000, là. Dans le fond, c'est qu'avec ce 100 000-là, il y a certains. Supposons qu'il y a un volet formation, parce qu'on voit peut-être que la formation est là dans les deux organismes. Ben, mettons, Sherbrooke-Innopol n'en ferait plus, mais ça serait juste le MIFI qui paierait. Je pense que là, vous êtes un peu dans la solution. Là. Ben, Nous, ouais, on est non, dans le c'est ça, TNST. mais je veux dire, mais vraiment, tu sais, c'est parce que, j'essayais, je veux juste De essayer. voir comment on va atterrir. Ben, non, pas nécessairement, mais de comprendre jusqu'où on peut aller dans la mutualisation venant de 2 enveloppes. C'était ça, tu sais, de 2 bailleurs de fonds. En fait, comme les bailleurs de fonds, en fait, c'est ça qu'on veut justement aller diagnostiquer. Comment ça agit ailleurs aussi sur les autres territoires. Puis ça, Service Québec a une science à nous partager à cet égard-là. Fait qu'on va étudier la question. Oui, exactement. Oui, absolument. Ouais. En fait, c'est clair qu'il faut faire un étalonnage des pratiques des autres villes parce que si on regarde juste au niveau de l'Estrie, on est la seule MRC actuellement sur les 7 MRC à ne pas avoir de stratégie main-d'œuvre concertée au niveau local. Donc, juste au niveau régional, c'est un enjeu. Alors, au niveau, on a un peu de travail à faire, puis c'est clair qu'on va aller chercher des comparables dans le diagnostic qu'on veut faire. C'est clair. Mais, puis dernier point, peut-être de précision, là, étant donné que c'est un dossier d'analyse, ça ne remonte pas au conseil tout de suite?
C'est ça? Comment ça fonctionne? Ça remonte pas au conseil. C'était une des priorités qui faisait partie du plan d'action de la commission. Puis là, on était en dossier davantage d'analyse. Donc, on va revenir vous voir pour une recommandation formelle à cet égard-là. Là. Donc, nous, on va continuer à travailler. On va aller chercher. En fait, on peut aller quand même assez loin dans le programme, mais évidemment, quand on va déposer formellement une demande dans le programme, on va devoir nécessairement avoir une résolution du conseil municipal. Donc, on va se rassembler là, suite aux commentaires que vous avez faits, puis on va voir comment on va piloter la suite, mais on va revenir vous voir. Merci beaucoup. Je m'étais mis dans la file. Justement, Madame de La Fontaine, peut-être vous pouvez me répondre. Je pense que d'ailleurs, les consultants, c'est des consultants de Service Québec. Ou ils sont Non, pas accrédités nécessairement. par... non? Non, pas nécessairement. C'est un consultant là, qui a une certaine spécialité là, dans le domaine qui est C'est choisi. pas référé par Service Québec? Non? Non. Ah, Mais ok, en fait, ils peuvent nous proposer des choix, mais non, ils n'ont pas. En fait, ils veulent pas non plus interférer là, dans le choix que nous, on va faire. Dans le Ok, fond. je pensais qu'ils avaient adopté ces façons de faire là, depuis peu. Non. Ok, parfait. Mais ok, parfait. Madame Baudin? Qu'est-ce que vous avez dit, M. Cadieux, qu'on est les seuls à ne pas avoir? Actuellement, là, quand on regarde les autres territoires, Service Québec qui nous a informé là-dessus. Territoire de l'Estrie du MRC. Québec? Territoire Les 9 MRC. MRC Ouais. de l'Estrie? Oui. OK. On est le seul territoire à ne pas avoir de stratégie concertée main-d'œuvre municipale, concertée là, par la MRC. Donc, Ouais. Mais c'est-tu parce qu'on est les seuls à. Puis là, c'est une question, là. Mais on est. Tu sais, je veux dire, eux, ça doit être des CLD, là. oui, exactement. C'est sûr que c'est pas la même taille, c'est pas comparable. C'est pour ça que C'est ça, tu sais, eux, ils doivent avoir chacun comme une MRC, un CLD. Oui, mais il n'y a pas juste, effectivement, la plupart, la plupart, c'est soit la MRC ou le CLD. En fait, la plupart maintenant, c'est vrai que j'essayais de réfléchir, je réfléchis à voix haute, là, puis ça fait ça dans ce temps-là, mais j'essayais de penser, je pense qu'il y a un territoire en Estrie et Mégantic notamment, là, qui sont tous externalisés, mais c'est ça qu'on va aller valider, en fait, parce que, tu sais, quand on nous dit ça, on est conscient que la ville de Sherbrooke, c'est pas la MRC du Haut-Saint-François ni du Val, tu sais, on n'a pas les mêmes instances. Non, mais là, quand vous dites ça, est-ce que vous incluez Haute-Yamaska puis Bromissisquoi? Oui. Ben, Granby, c'est quand même gros, là. Ah oui. Tu sais, je veux dire, Haute-Yamaska, je serais curieuse de savoir. Mais en même temps, on dit que c'est gros. Ouais. Il reste que Granby fait 80 de la population, là, je pense, minimum là, de Haute-Yamaska. OK. Ben, c'est intéressant ce que vous dites, puis je pense que ça nous indique qu'on est éparpillés. C'est ce que j'ai comme feeling. Là. Puis sinon, juste, j'attrape la balle au bon par rapport à l'échange que vous avez eu, là, mais il n'existe pas le concept de dossier d'analyse dans les commissions. En réalité, chaque action du plan d'action doit être identifiée soit démarche structurante ou action régulière. Je pense qu'on est dans une démarche structurante. Là. Donc, les démarches structurantes, il y a 5 étapes. Orientation, démarche, suivi, version préliminaire, version finale. Donc, je pense qu'on est à orientation. C'est la première fois que ça vient en commission. Quand c'est à l'étape orientation, d'habitude, ça viendrait, là, je n'ai pas vu, là, mais il n'y aurait pas de recommandation là, dans le SD. Fait que, puis par rapport à, la suite, dans le fond, quand tu dis, quand vous dites qu'il faudrait revenir avec une résolution, ben, ce serait pour faire approuver la démarche, en réalité. Fait que là, aujourd'hui, c'est juste des traces au compte-rendu pour refléter les grandes orientations offertes par les membres. Puis la prochaine fois, si on se sent prêt, on vient avec la démarche. Si on l'adopte, là, ça va vers CECM. Si on ne l'adopte pas, on revient jusqu'à ce qu'on l'adopte, jusqu'à ce qu'on soit prêt à la faire cheminer vers CECM. Là. Mais je voulais juste être sûre de rappeler tout ça parce que c'est peut-être pas encore clair. Fait que je pense qu'il faut se le répéter beaucoup pour que ça devienne vraiment intégré. Là. Donc, orientation, démarche. Orientation, Oui. démarche, suivi, version préliminaire, version finale. Sur les 5 étapes, les 2 qui montent vers CECM, c'est
démarche et version finale. Normalement, dans les titres, on devrait aussi mettre entre parenthèses à quel, tu sais, comme là aujourd'hui, là, ça aurait dû être démarche pour la mise en place de stratégie. Ben, en fait, ça fait drôle que ça s'appelle démarche, là, ça. Peut-être qu'on aurait juste pu dire stratégie de rétention d'attraction de la main-d'œuvre, entre parenthèses, orientation. Comme ça évite des confusions. Puis là, les gens savent, OK, là, on parle des orientations, ça ne viendra pas en CECM. Fait qu'ils savent s'ils doivent participer ou pas à la lecture de l'ordre du jour directement. Puis, c'est ça. Et ça fait beaucoup d'étapes. C'est l'information qui vient de la direction générale. Oui, ben c'est On a transmis, ça a eu, été transmis au président de commission, au gestionnaire des commissions. C'est encore en train d'être implanté, là. ouais, c'est encore en apprentissage et en implantation. Si on essaye de C'est pas traiter ça pas davantage évident en parce que circulaire, là. ben, 5 étapes, c'est long. Oui, tout à fait. Oui, bien évidemment, c'est ce qui va donner lieu après ça à des modifications au règlement 1300, puis ça se fait au CM, là. Fait que, Ouais, c'est vrai que ce serait bien d'avoir une présentation globale. Parce que d'ailleurs, ben, on aurait eu sans doute de la place pour un 3e dossier, mais dans les nouvelles, normes, et timing qu'on a respectés, ben, on n'a pas été capable de le rentrer dans les 24 jours à l'avance. Donc c'est un peu dommage parce que là, on aurait encore du temps, puis on n'est pas capable de passer ce dossier. ben, tu sais, c'est des présentations verbales. C'est tous les dossiers qui ont besoin de documents. Ben, on veut que les documents soient approuvés par la chaîne d'approbation, greffe, Ça, direction générale et tout ça, que les gens de la statutaire aient pu en prendre connaissance. Tu sais. Ça a tout été expliqué, les raisons pour lesquelles. oui, tout à fait. C'est là. Et Après ça, si vous voulez faire des ça amène moins de discussions sans flexibilité. documents, il n'y a rien qui empêche ça. Puis je voulais dire autre chose, mais je m'en rappelle plus, donc c'est pas grave. Bon, parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres, commentaires, questions? Non? Parfait. Monsieur Jung, on ne vous voit plus? Il est tombé au combat. On ne sait pas. Ah oui, c'est bon. On se demandait s'il fallait appeler le 911 ou pas. Parfait. Ben, merci, beaucoup, Myriam, Bianca et monsieur Durocher de votre présence, de votre présentation. Merci à tout le monde. Ça mettrait fin donc à notre, séance publique, du jour. Donc, la prochaine rencontre, c'est le 13 avril et là, le contenu va être quand même assez chargé. Monsieur Cadieux, voulez-vous nous rappeler, de quoi on va parler? Oui, il va falloir que je me le rappelle moi-même, juste un instant. Donc on va Dans le fond, pour le 13 avril, ben là, c'est préliminaire. Là, on va avoir une rencontre d'agenda là, dans les prochaines semaines à cet égard-là. Mais actuellement, dans le fond, ce qui est proposé en public, c'est l'orientation vision événementielle, proposition de démarche visant à doter la ville de Sherbrooke d'une politique de développement des événements à vocation économique et grandes fêtes populaires. Donc, c'est ça, on est en mode orientation ici. Puis là, je dois avouer que la nomenclature, là, on travaille là-dessus, là, comme le disait Mme Baudin, on est en train de justement se coordonner entre les services et tout ça, là, parce qu'évidemment, ça va très vite là, par la nature de tous les dossiers qu'on doit déposer. métabolise encore. Ensuite de ça, approbation de la démarche développement des marchés publics sherbrookois. Donc, on vous avait présenté une démarche à l'automne dernier qui avait été en mode, à ce moment-là, en atelier de travail. Et ça nous a permis d'avoir une demande additionnelle non intégrée de 100 000 pour les 3 prochaines années. Donc, on vient vous voir pour donner le go à ça pour qu'on puisse justement aller de l'avant, là, les marchés publics qui s'en viennent très rapidement. Donc, voilà. Parfait. Merci beaucoup à tout le monde. Alors, on vous souhaite une belle après-midi et on se revoit le mois prochain. Merci. Merci, monsieur Jung. Est-ce que,